Les Hachoirs donc prêtent une âme, une intériorité à la plupart des existants. Pour eux, les plantes, les animaux, certains objets aussi, sont des agents sociaux dotés d'une personnalité propre. Ils ont une existence, ils se voient comme des humains d'ailleurs. Et en revanche, chaque espèce a des capacités physiques qui lui sont propres, et ces capacités physiques ouvrent à chaque espèce, c'est-à-dire à chaque classe d'êtres avec une morphologie particulière, un monde qui lui est aussi particulier. Le monde d'un poisson, le monde d'un jaguar, le monde d'une libellule, le monde d'une luciole, le monde d'un oiseau et le monde d'un humain ne sont pas les mêmes. Dans la mesure où chacune de ces espèces a des besoins, des capacités qui sont différentes. Et l'idée, au fond, que les Hachoirs avaient, c'est que tous les existants peuvent communiquer du fait qu'ils ont une intériorité commune, mais que chaque classe d'êtres a son monde particulier. Et alors, évidemment, cette façon très particulière de voir les choses était en contraste complet avec la façon dont moi et le monde d'où je venais, en Europe, avaient conceptualisé les rapports de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains, puisque c'est exactement l'inverse. Nous-mêmes, depuis, disons, la révolution scientifique du XVIIe siècle, avons l'habitude d'insister au contraire sur le fait que les humains ont une intériorité distinctive qui les met à part de tous les autres existants, puisqu'ils ont une capacité rationnelle, une capacité réflexive que marque bien le cogito cartésien, mais en même temps, du point de vue physique, ils ne sont pas si différents des autres éléments du monde, ce que le développement des sciences, et surtout au XIXe siècle, le darwinisme a rendu manifeste. Les humains ne sont pas quelque chose d'à part, ils sont soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois que les autres existants. Nous sommes gouvernés par la chimie du carbone et par les lois de la thermodynamique. Autrement dit, deux systèmes complètement inversés. Le premier, je me suis aperçu qu'il était très courant dans bien des régions du monde. Bien évidemment en Amazonie, pas simplement chez les Hachoirs, partout, mais aussi plus au nord, en Amérique, parmi les Indiens du nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, septentrionale, dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, dans certaines régions de Mélanésie. Et notre système, en revanche, eh bien, il s'était développé en Europe à partir du XVIIe siècle, et je l'ai appelé naturalisme. Et j'ai contrasté avec l'autre système que j'ai appelé animisme, mais cela n'épuisait pas toutes les possibilités, parce qu'il y avait encore d'autres formes de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains, et en particulier une qui était très étonnante, qui est celle que ceux d'entre vous qui ont peut-être des lectures, des connaissances concernant le totémisme australien connaissent, c'est au fond l'idée que des humains et des non-humains, qui ont des formes très différentes, des kangourous, des émeus, des goannas, des carottes sauvages, des acacias, etc., sont classés à l'intérieur d'un groupe du fait qu'ils partagent des caractéristiques physiques et morales communes. Et le nom qui va désigner ce groupe, le totem, comme on dit traditionnellement dans la littérature, c'est le nom d'une qualité qui sert à désigner un animal. Ce n'est pas le nom d'un animal, ce n'est pas une identification à un animal, c'est une identification à une qualité qui sert à désigner un animal. Donc dans ce système-là, on avait une continuité parfaite entre des groupes d'humains et de non-humains, mais qui évidemment se distinguaient d'autres groupes d'humains et de non-humains possédant d'autres qualités. Et puis il y avait un autre système, tout ça évidemment né de nombreuses lectures, de discussions avec des collègues, etc., qui en fait était l'inverse du premier, de celui que je viens d'exposer, c'est-à-dire du totémisme, et qui reposait sur l'idée que, au contraire, tous les existants et toutes leurs composantes, tous les états du monde, toutes les qualités présentes et visibles dans le monde étaient autant de choses différentes. Et comme un monde composé d'une infinité de singularités de ce type est très difficile à penser et très difficile aussi à vivre, il fallait, dans des systèmes de ce type-là, pouvoir trouver des connexions entre tous ces éléments disparates.
Et les connexions, on les trouvait sous la forme de correspondances, de longues chaînes de correspondances. Donc telle chose est à telle autre chose, comme telle chose est à telle autre chose, etc. Et on pouvait étirer ces correspondances par le mécanisme de l'analogie sur un très grand nombre d'existants. Et j'ai donc appelé ce système-là analogisme. Pourquoi? Parce que l'analogie, qui est une qualité, enfin une capacité de l'esprit humain que tous les peuples partagent, était ici mobilisée de façon très systématique, de façon à construire ces chaînes de correspondance qui venaient elles-mêmes essayer de réparer un monde complètement discontinu. Alors l'analogisme, il était très courant dans notre passé. L'Antiquité, le Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, ont été analogistes. Le monde, l'Extrême-Orient, la Chine, l'Inde, ce qu'on appelle les hautes civilisations du Mexique et des Andes, l'Afrique de l'Ouest, tout ça, ce sont des univers analogistes.